Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Je suis Mathieu Stéphanie, entrepreneur récidiviste et cofondateur de Cosa Vostra, agence de conseil tech et créative. Alors que nous sommes touchés de plein fouet par le coronavirus et le confinement qui en découle, je vous propose d'échanger avec des invités de Génération Do It Yourself passés et à venir afin de comprendre comment ils gèrent la crise de chez eux et d'augmenter ainsi notre moyenne en temps de crise. Alors, Fabrice, salut. Je crois qu'on est live, ça y est, sur LinkedIn. Je suis très heureux de te retrouver again sur Génération Do It Yourself. Ça va, Fabrice? Ça va très bien, mais merci de me recevoir. Écoute, on s'est croisés, on a enregistré tous les deux au bureau de Cosa Vostra il y a 2 ans. Bah, maintenant, on n'a pas cette chance de se revoir en physique, mais au moins on se retrouve sur LinkedIn et en podcast pour ceux qui écouteront ça plus tard, et en live sur LinkedIn Live. Euh, Je vais te représenter rapidement, et pour ceux qui voudront encore savoir plus sur toi, je leur recommande vivement d'écouter l'épisode, je crois que c'était le 32 sur Génération Do It Yourself. Tu es le cofondateur de FJ Labs. Tu es connu aussi pour être l'ancien patron de OLX, fondateur que tu as vendu depuis. Et ce qui m'intéresse aujourd'hui, c'est de te poser un grand nombre de questions autour de tes investissements, mais aussi de ta situation, parce que tu habites aux États-Unis depuis une vingtaine d'années. Tu es basé à New York, là, tu es présentement à New York. Et on en parlait juste avant d'enregistrer, mais tu as investi au total dans plus de 600 startups, et notamment 500 dans lesquelles tu es encore actif. Donc, je pense que tu dois avoir un bon pouls de ce qui se passe dans cet univers, notamment à travers le monde. Avant de rentrer dans tout ça, si tu veux bien, je voudrais juste comprendre un peu. Donc là, tu es à New York, à Manhattan ou Non, j'habite Manhattan, mais j'ai quitté Manhattan début mars quand je me suis dit que, en fait, Hollywood avait raison. New York, c'est toujours Ground Zero, que ce Hmm. soit Independence Day ou The Last of Us. Et donc, je suis allé dans les Caraïbes, sur une île de rêve, Turks and Caicos, où je vis bien mon confinement, vu que je suis sur une plage, il y a une piscine, un court de tennis, et donc, euh, de, de quelque part, ma vie n'a pas tellement changé parce que l'avantage d'être entrepreneur dans le web ou investisseur dans le web, c'est que nos journées sont des appels Zoom et des mails. Et c'était déjà mon Ouais. métier avant la confinement. Donc, je suis en quarantaine aux Caraïbes, mais c'est bien mieux que d'être à New York, où comme ils ont fermé relativement tard et en plus les gens n'écoutent pas vraiment les consignes. C'est l'endroit où il y a le plus de cas dans le monde en ce moment. D'accord. Oui, je sais, j'avais pas compris cette dimension que tu es aux Caraïbes. En effet, c'est un bon confinement. Après, à la fois, si t'es confiné, bon, tu restes chez toi, de toute façon aussi également. Tout à fait. Sauf que, ouais, très bien. Mais sauf que tu as des bonnes conditions. Cool. Écoute, euh, je suis un peu jaloux. Mais bon, voilà. On va parler un peu donc de tes différents investissements. Il se trouve que tu avais écrit un post dès le mois de mars et puis tu avais prévu, je crois, alors tu me disais en février un peu, que ce serait ce Black Swan. Alors j'y reviens et je me suis déjà fait accrocher. Alors on peut revenir d'ailleurs sur ce terme qui vient je sais pas, qui a été théorisé par Nassim Taleb, donc le signe noir. Est-ce qu'il s'agit d'un signe noir ou pas? Déjà dans le live de la semaine dernière avec Olivier Guégois, on a eu quelques commentaires à ce propos-là. Parce qu'on me dit que c'était potentiellement prévisible, bon, en effet, mais ce signe noir, en l'occurrence, tu avais prévu qu'il irait taper Bah, très très alors fort. alors d'abord, de point de vue définition, est-ce que il y a un risque de pandémie à tout moment? Oui. Et on savait déjà que les marchés live en Chine sont la source de beaucoup de ces virus. D'ailleurs, SARS en 2003 était venu d'un de ces marchés, le Wild Animals en Chine. Donc, est-ce qu'il y a un risque de pandémie qui est présent à tout moment? Oui. Donc, mais à quel moment ça va arriver n'est pas prévisible. Et c'est pour ça que je pense que ça passe à la définition aussi du noir, d'autant plus que les conséquences secondaires, ce que j'avais écrit donc ça, je l'avais écrit en février, je lui ai dit que ça pouvait être le signe noir qui créerait la prochaine récession. Euh, et les conséquences secondaires des actions que l'on prend ont des impacts extraordinaires sur l'économie. Aujourd'hui, on
voire ralentissement économique tel qu'on n'en a probablement jamais vu depuis la Grande Dépression. Quand on regarde par exemple, les demandes de chômage sur le marché américain, où la courbe est comme ça, où on est en plein emploi avec 3,7% de taux de chômage, et tout d'un coup, pouf, on passe à 10%, 15%, peut-être même 20%. C'est clairement un signe noir de ce point de vue-là. Maintenant, l'ayant vu venir, j'ai vendu toutes mes actions en bourse, etc. Mais on peut pas changer grand-chose dans mon métier, dans le sens que il y a des temps de battement relativement longs. Donc, dire à une startup, OK, il faut lever des fonds, ça prend 6 mois de lever des fonds. Donc, c'est pas comme si vous pouvez changer grand-chose, à part faire attention, ne pas augmenter les dépenses, etc. Maintenant que la crise est arrivée pour de vrai, on a eu des recommandations bien plus claires et explicites que ce que j'avais fait en début fin février, début mars. Et donc, tu dis, tu as coupé toutes tes positions en bourse. Est-ce que tu as arrêté d'investir? Est-ce que tu as eu une autre stratégie d'investissement? Est-ce que tu t'es dit, tiens, par exemple, on parle de Zoom qui a explosé ou de Netflix ou de choses comme ça. Alors là, je te parle de bourse, mais aussi dans les startups. Euh, Ça a été quoi ton move à ce moment-là? Alors, d'abord, je suis pas très investi dans la bourse pour commencer. J'ai plutôt vendu les positions de compagnies cotées, des compagnies dans lesquelles j'ai investi qui s'étaient cotées. Je n'avais jamais vendu, et donc j'ai fini par tout liquider. Mais non, nous n'avons pas resté investir. Il y a beaucoup d'autres investisseurs qui ont arrêté d'investir, mais surtout en phase d'amorçage, donc des compagnies très jeunes. L'environnement macroéconomique qui compte, c'est pas l'environnement macroéconomique d'aujourd'hui, c'est celui dans 7 ans, 10 ans, au moment où ces boîtes vont chercher les sorties. Et au contraire, c'est que quelque part, c'est le meilleur moment de créer une startup, c'est maintenant. Il y a le coût d'opportunité a baissé, donc c'est pas comme si Facebook allait vous offrir 1 million de dollars par an, travailler pour eux, ou Google, ou même les banques d'affaires, les cabinets d'avocats, etc. Donc, le coût d'opportunité a baissé. 2, il y aura moins de concurrents directs qui vont être financés. 3, la guerre pour le talent, pour attirer une équipe extraordinaire, va être beaucoup plus simple. Et puis 4, les coûts d'acquisition en général vont baisser, non seulement parce que vous avez moins de concurrence en face, mais en plus parce que toutes les autres ont arrêté d'investir et dans la pub en ligne, dans la pub télé et ou dans des équipes de vente. Et donc si on regarde en 2008-2009, donc dans la dernière crise financière où la bulle immobilière a explosé, toutes les startups les plus marquantes de la dernière décennie, Uber, Airbnb, Slack, WhatsApp, ont tout été créés en 2008-2009. Et c'est pas une coïncidence. Donc, je pense que c'est le meilleur moment aujourd'hui de créer une startup dans la mesure où vous avez assez de financement pour les prochains 18-24 mois et dans la mesure où vous attaquez à un marché qui n'est pas particulièrement touché par Covid. Et on peut parler de ceux qui bénéficient ceux qui sont des avantages. Par contre, pour ce qui est du late stage, donc les compagnies qui sont plus en amorçage, mais qui sont séries B, séries C, séries D, elles sont bien plus affectées par la crise à plusieurs niveaux. Premier problème ou première problématique, une boîte qui fait, alors une boîte en amorçage qui fait 100 000 par mois de chiffre, mais en fait, dans les places de marché que l'on fait, ils prennent, disons, 15%. Donc, ils font 15 000 par mois, mais sur ça, ils margent à 66%. Ils gagnent 10 000 par mois. Mais 10 000 par mois, c'est rien. C'est très facile de couper ses coûts de 10 000 par mois et de compenser. Le problème, c'est une boîte comme Airbnb qui faisait des milliards de volumes d'affaires par mois, et qui en face avait des milliers et des milliers d'employés. Quand leur chiffre d'affaires il passe à zéro, ils ont beau coupé les coûts au maximum, ils commencent à perdre des centaines de millions de dollars. Donc ça a des impacts beaucoup plus graves sur les boîtes en late stage qui sont impactées par la crise. Et vu qu'il n'y a plus de fusion-acquisition, il n'y a plus de sortie en bourse, il n'y a plus d'espérance de liquidité, les investisseurs en late stage sont beaucoup plus frileux. Donc nous, on investit que dans les places de marché, mais on investit dans toutes les géographies, dans toutes les industries, à tous les stages. Là, on s'est vraiment recentré les compagnies vraiment jeunes en phase d'amorçage et on est peut-être plus actif qu'on ne l'a jamais été. Je pense que j'ai fait 10 investissements dans le dernier mois. Et aussi parce que j'ai pris une deuxième approche très opportuniste. Souvent, il y a des boîtes exceptionnelles, mais dans lesquelles on ne peut pas investir. On ne peut pas investir parce que Sequoia ou Andreessen ou Greylock sont allés les voir et leur ont dit on veut vous aider, on veut vous backer. Donc, je suis allé voir tous mes amis VC
j'aurais dit, écoutez, quelles sont là ou les 2 meilleures boîtes de votre portefeuille qui ont levé il y a un an, mais qui cartonnent, qui vont continuer de cartonner à l'avenir, et est-ce qu'elles prendraient plus de cash à la valo d'il y a un an? Et bien sûr, ils veulent que la compagnie ait plus de cash et ils sont d'accord de me laisser rentrer sur des conditions de l'année dernière. Donc, c'est tout le monde est gagnant. J'amène de la liquidité à une boîte qui en a besoin, je rentre sur des conditions favorables et dans des boîtes exceptionnelles dans lesquelles j'aurais pas rentré par ailleurs. Donc, ces deux approches, faire de l'amorçage et puis donner de la liquidité aux boîtes qui sont plus avancées, dans lesquelles j'étais pas encore investisseur, continue au marche. Et c'est pour ça que je suis peut-être plus occupé et actif que je l'ai été depuis très longtemps. Ça m'étonne pas tant que ça, à vrai dire, hein. Te suivant depuis un bout de temps et te connaissant de loin, souvent être à contre-courant. Après, c'est vrai que on a l'impression que de ton côté, moi, je suis exactement ce conseil, mais je me dis que c'est probablement le meilleur moment, mais c'est probablement aussi beaucoup plus dur parce que dans l'absolu, les investisseurs n'ont pas du tout, dans leur grand ensemble, la même vision que toi. Ils sont tous un peu en mode frileux. Nous, pour tout te dire, tu vois, on a notre startup studio qui reste à son humble échelle. Et les premières semaines, on s'est dit, bon, on fait quoi? Est-ce qu'on continue à investir là-dedans, à dépenser? Ou est-ce que Ouais. vraiment, parce qu'on se disait ça évidemment, mais à la fois, il faut être un peu solide psychologiquement pour se dire, tu vois, on y va, on sort, on croit encore en ses idées, on veut y aller encore plus vite, encore plus fort. Bah, nous, oui, mais on investit beaucoup, mais on le fait avec, j'espère, un certain sens d'intelligence. C'est-à-dire que d'abord, quasiment toutes les boîtes de portefeuille, euh, on laissait partir 30% de leurs collaborateurs. Ils ont coupé les salaires de 30 à 50% des collaborateurs restants et les fondateurs souvent ont arrêté de se payer. Donc on a tout le monde a baissé les coûts de manière dramatique avec l'idée que nous allions maintenant, ceux qui restent, on est là, on se serrait les coudes, on est dans une aventure ensemble avec un seul objectif. Si on est en late stage, c'est d'atteindre la profitabilité, comme ça on devient maître de sa destinée. Et si on est en early stage, on va maintenant avoir 24 mois de cash. Donc on a une sorte de énorme dashboard où on en est par rapport à cet Hmm. objectif. Donc toutes les KPIs que les gens suivent, il n'y en a plus qu'une seule qui compte, c'est est-ce qu'on va survivre. Et donc tous ceux qui restent, on est dans cette aventure ensemble, et c'est un bon moment d'utiliser cette expérience pour créer pour recréer et ressouder l'équipe autour d'une mission partagée. Et sur le moyen terme, ça va être très propice et pour ces entreprises, d'autant plus que quelque part, ça ne va que accélérer la transition vers les achats en ligne, vers les commandes en ligne. Donc les compagnies dans lesquelles on investit, qui sont toutes des startups du web, leur proposition de valeur n'est devenue que plus forte, vu Hmm. que et les habitudes des consommateurs sont en train de changer. Jusqu'à relativement récemment, il y a certains métiers qui étaient restés très offline, que ce soit la télémédecine qui était vraiment dans ses balbutiements, Ouais. l'éducation en ligne, etc. Or maintenant, alors je ne sais pas comment ça se passe en France, mais aux États-Unis, quasiment toutes les écoles publiques et privées sont passées cours par Zoom ou Microsoft Teams Ouais. ou Google Classroom. Les tous les cabinets de docteurs font maintenant des appointements par FaceTime, Zoom, etc. Il y a une réelle révolution, et une fois que ça s'est enclenché, ça va passer, ça va augmenter ça va accélérer la transition vers le en ligne. C'est comme les commandes de nourriture sur les Deliveroo, Uber Eats, etc. Ou La Belle Vie, je crois, dans lequel tu es directement impliqué, puisque j'ai eu Paul Lay sur un super épisode que je te recommande dimanche dernier, mais qui me disait que tu avais investi, et je pense que tu d'ailleurs dois être assez heureux investisseur, mais et, Tout à fait. euh, Aujourd'hui, les et, et, commandes euh, de nourriture en ligne ont absolument explosé. On est dans une boîte aux États-Unis qui fait la commande de nourriture chinoise, qui s'appelle ouais, Chobus. Euh, on a fait 5 millions en février. Ils sont passés à 11 millions en mars. Ou ouais, pareil, Instacart qui est dans la livraison de groceries, de courses de supermarchés. Ils étaient à un run rate de 8 milliards, ils sont passés à un run rate de 16 milliards en un mois. incroyable. Que c'est en train d'exploser. Et comme, vu que sur le très long terme, il y aura plus lieu quelque part de cuisiner chez soi. Aujourd'hui, les gens cuisinent chez eux parce que ça coûte moins cher
Et on a une meilleure qualité si on va faire nos propres courses, on choisit notre tomate, on prépare les ingrédients et on se fait un repas équilibré, sain et peu onéreux. Et les coûts de livraison sont tels que il n'y a, on mange de la nourriture plutôt de mauvaise qualité, qui revient relativement cher quand on commande sur des Deliveroo Uber Eats. Mais sur le long terme, où la nourriture est préparée dans des cloud kitchen, où il y a une densité de livraison, ou des véhicules autonomes, ou des drones qui livrent, qui fait que le coût de livraison est de zéro, on peut La qualité imaginer augmente. que voilà, il peut imaginer on puisse avoir de la qualité exceptionnelle avec des ingrédients organiques, une transparence totale à un prix plus faible que ce que l'on pourrait le faire pour soi-même. Et ça, c'est n'incluant même pas le coût d'opportunité de temps d'aller au supermarché, Hmm. préparer les ingrédients, préparer le repas. Et dans cet avenir qui est je sais pas quand c'est, dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, plus personne ne cuisinera de la même façon qu'il y a 10 ans, les gens faisaient de la couture pour avoir leurs propres vêtements. Ce qui paraît aujourd'hui impensable parce que Hmm. revenait moins cher que d'aller à un magasin s'acheter des vêtements parce qu'on n'avait pas encore à appliquer ce genre de processus de création à grande échelle. Euh, la même chose va arriver dans la nourriture et cette transition va être accélérée par l'événement que l'on vit aujourd'hui. C'est vrai que c'est hyper intéressant. Il y a des mouvements que tu notes un peu aujourd'hui dans ton portefeuille. Alors là, on parle un peu de food. En effet, je pense qu'il y a des. Tu vois, moi, je commande aussi. Tu parlais de groceries, mais chez mon primeur du coin, tu vois, mes Oui, c'est fruits et pratique. légumes, chez le fromager, je lui envoie un mail et j'arrive et le sac est prêt, si tu veux. C'est du click and collect ce qui était pour lui, mais alors là, carrément impensable il y a 2 mois. Tout à Euh, fait. c'est quoi dans tes investissements, les secteurs les plus impactés, ceux qui prennent très très cher. Alors on a parlé du tourisme évidemment, mais je sais pas lesquels tu es, s'il y en a d'autres sur lesquels on s'attend pas forcément, et ceux qui sont en plein boom. Alors, les plus impactés, euh, les plus impactés négativement, ce sont tous ceux qui donnent lieu à des événements offline. Donc, on avait des places de marché pour, par exemple, que les entreprises louent des espaces pour organiser leurs événements entre leurs collaborateurs, Ouais, des ventes de billets pour aller dans des stades. Tout ça, c'est littéralement passé à zéro. On regarde aux États-Unis, les réservations sur OpenTable, donc des restaurants pour aller prendre un dîner dans un restaurant, ils ont baissé de 100%. ClassPass, qui est une place de marché pour trouver pour prendre des classes de gym, mais dans la gym, donc un cours de boxe, un cours de yoga, etc. Ils sont passés à zéro. Donc il y a tous ceux qui sont dans les événements offline, dans le tourisme, se sont écroulés. Maintenant, le commerce électronique au sens large a beaucoup mieux tenu que je l'imaginais. Je pensais que les achats discrétionnaires de luxe, par exemple, allaient baisser. On est dans une place de marché qui s'appelle Rebag, de sacs à main de luxe. Au contraire, le chiffre d'affaires a explosé. Je pense que les gens euh, c'est se pour donner plaisir. des petits plaisirs, voilà, et c'est un moyen de se faire plaisir. Euh, Maintenant, ceux qui ont vraiment réussi, c'est ceux tout ce qui est télémédecine, éducation en ligne, jeux vidéo. Les boîtes, soit de jeux vidéo, soit les plateformes qui les permettent d'exister ou qui permettent la vente. Donc, il y a une boîte qui s'appelle Scalepass, qui est une boîte de Los Angeles qui permet aux marques de créer leurs magasins en ligne. Ils sont tous en train d'exploser. Euh, on a toutes les livraisons en ligne de nourriture a explosé. Qu'est-ce qui a explosé? On est dans une place de marché de nurses. Euh, pour que les hôpitaux prennent des nurses en plus dans les chiffres dont ils ont besoin. Et Oui, elle a explosé parce que, la demande a explosé, mais en plus, le salaire moyen a explosé. Une nurse aux d'accord. États-Unis aujourd'hui peut gagner 200 000 par an. Et donc, comme la combinaison de plus d'heures travaillées, plus de demandes et plus de salaire par heure euh, fait que leur volume d'affaires il est passé à je sais pas 200 millions ou quelque chose comme ça. Ils ont fait fois 8 en un an. Quoi. Il y a des secteurs qui sont vraiment impactés positivement, alors qu'il y en a Dis, plein d'autres qui sont impactés négativement. dis pas ça trop fort sur les nurses, parce qu'on va plus avoir de nurses en France. Je pense hein, en quelques temps, ils vont tous et toutes partir aux US. C'est pas si facile d'avoir une certification américaine et des visas américains J'imagine. malheureusement. Euh,
Est-ce que tu vois des grosses différences? Alors, je pensais, tu vois, en préparant ça, et j'écoutais aussi ce que disaient des gens que tu connais probablement, Ilan Beacera, Jean de la Roche-Brochard peut-être, et Carlos Diaz qui parlaient un peu de, je crois que c'était Jean qui disait ça, du fait qu'aux États-Unis, par exemple, il y avait énormément de layoffs, de licenciements dans les startups, que c'était aussi Oui. ben, un moyen, puisqu'il n'y avait pas forcément euh, tout ce qu'on appelle le chômage partiel en France et des mesures qu'on voit un peu partout, et que finalement, potentiellement, pour certains, c'était peut-être plus sain que de garder, alors aux frais de l'État ou pas, ça change peut-être pas grand-chose si tu les licencies ou voilà, de garder virtuellement des gens dont tu auras peut-être plus besoin à la fin de cette période, parce que de toute façon, pour certains, ce sera toujours la crise et il faudra le faire dans 6 mois ou dans 3 mois. Tu vois des gros mouvements, des grosses différences. Qu'est-ce que tu penses de tout ça? J'ai pas trop regardé. Alors aux États-Unis, clairement, on a dit la plupart des boîtes du portefeuille, comme j'ai dit, ont licencié 30% de leurs collaborateurs. Certains 50%, 70%. Donc, mais en moyenne, disons 30%. Plus ils ont baissé les salaires de 30%. Plus les fondateurs ont arrêté de se payer pour vraiment baisser la structure de coût. Euh, Ils ont des aides, du genre le SBA qui fait des aides aux PME. Euh, Ceci dit, genre, on avait des boîtes qui faisaient des centaines de milliers par mois, ils ont demandé une aide, ils ont eu une aide de 10 000. Hmm. Ça change rien, quoi. C'est une taux qui n'aide pas l'entreprise. Et donc, les entreprises prennent les mesures qu'elles ont besoin pour survivre. Maintenant, euh, ce qui m'inquiète, aider, surtout, maintenant, il y a beaucoup de gens dont on aura besoin dans 6 mois, 9 mois, 12 mois. Donc, s'il y a moyen d'avoir des aides complémentaires pour payer leur salaire, pour payer des loyers. Aujourd'hui, la plupart de nos boîtes, on leur dit d'ailleurs, tous vos leases, vous arrêtez de les payer, tous vos loyers, vous arrêtez de les payer. Vous pouvez renégocier, les gens ont besoin de cash. Les contrats, aujourd'hui, tous les contrats sont renégociables. Euh, Ça, c'est le point de vue baisser les coûts. Par contre, il y a aussi une fenêtre d'opportunité. C'est que les grandes boîtes qui d'habitude ne veulent pas parler aux startups, aujourd'hui sont désespérées d'avoir du chiffre d'affaires. Donc c'est le Hmm. meilleur moment pour signer des nouveaux contrats. Donc il faut absolument garder la partie business développement. Donc si on regarde en 2001, Booking.com après le 11 septembre, c'était une petite start-up de voyage qui était à Amsterdam. Ils n'avaient pas les grands groupes comme Marriott, Hilton ou American Airlines, Air France, etc. Mais à ce moment-là, ils sont devenus tellement euh, désespérés d'avoir de nouveaux chiffres d'affaires qu'ils ont pu les signer et ça leur a donné l'opportunité de créer la powerhouse qu'ils sont devenus aujourd'hui. Donc c'est une bonne opportunité. Maintenant, pour revenir à ta question directement, euh, les aides à l'État, notamment sur les salaires, peuvent aider pour garder les gens plus longtemps, surtout si ça repart dans pas trop longtemps. Mais il faut faire quand même il faut faire attention à ce que l'État ne devienne pas le choisisseur des boîtes qui vont gagner et de celles qui vont perdre. Hmm. Parce qu'il faut se rappeler que le taux de survie d'une startup à 5 ans est de 7%. Donc 93% des startups vont échouer quoi qu'il arrive. Donc c'est pas forcément illogique euh, que les startups les plus faibles disparaissent dans cette période. Alors la partie qui est injuste quelque part, c'est que beaucoup de nos boîtes ont des difficultés uniquement parce qu'elles doivent lever aujourd'hui. C'est-à-dire que la dernière fois qu'elles ont levé, c'est il y a 12 mois. Ils ont pris 18 mois de cash, donc ils se sont dit, dans 12 mois, on va chercher à lever, on se donne 6 mois pour lever. Vu que entre le tour de pré-amorçage et d'amorçage de A, de B, il y a toujours 18 mois de décalage et on commence à lever 6 mois avant d'être à cash zéro. Euh, donc une boîte qui a levé il y a 12 mois, qui s'est dit, OK, j'ai levé en mars 2019, je vais aller sur le marché en mars ou en avril 2020, pour des raisons qui sont complètement externes et ne peut plus lever aujourd'hui. Et donc on a peut-être 20% des boîtes du portefeuille qui sont en danger de dépérir pour des raisons qui sont pas leur faute. Parce Euh, que je reviens, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est qu'elle cherche des montants qui sont potentiellement série B ou voilà trop importants par rapport aux toutes petites, parce qu'elles vont chercher 30, 40, 50 millions et que là, en ce moment, là-dessus, tu es bloqué sur ce genre d'investissement, à part si tu es peut-être dans la santé ou dans les quelques... Alors, il y a Tout l'exception à fait. Airbnb, je crois, mais sur certaines très gros volumes, mais en fait, quand tu es dans un marché sur lequel tu es impacté, je sais pas, sur le tourisme ou l'événementiel, Tout à fait. tu peux C'est pas très du tout très faire très comme dur.
Mais d'ailleurs, Airbnb, ils souffrent énormément. Hein. Ils ont levé 2 Hmm. milliards, mais ils ont levé 2 milliards de dettes avec des taux d'intérêt très élevés, avec des warrants à une valo qui est un tiers plus faible que la valo du dernier tour. Ça va être extrêmement dilutif et c'est vraiment pour qu'ils survivent. Il y a une possibilité, il y avait toujours possibilité. Alors je pense qu'ils ont tellement d'investisseurs autour de la table qui veulent pas que ça meure qu'ils vont le garder en vie. Mais si ce n'était, ils n'avaient pas ce genre d'échelle, ils pourraient mourir. Hmm. Ok. J'ai quelques questions déjà sur LinkedIn. Euh, on me demande, notamment Tristan Renoul, qui demande, il y a pas mal de services, notamment dans ce qu'on appelle les SaaS B2B, les services aux entreprises, qui font des gratuités ou tu vois sur des périodes actuelles pour tester. Qu'est-ce que tu en penses? Est-ce que c'est quelque chose que vous Alors, recommandez? je vais faire une. Alors là, je vais créer une dichotomie. Beaucoup de de nos marketplaces B2B offrent des plateformes SaaS B2B gratuites pour contrôler l'offre ou la demande. Et derrière, ils monétisent en prenant une commission sur les transactions. Maintenant, si quelqu'un vend un service et que son modèle économique c'est de vendre une plateforme SaaS, peut-être qu'on peut c'est un bon moment pour tester l'élasticité de la demande en changeant les prix, mais passer gratuitement temporairement ou baisser les prix, je trouve ça dangereux parce que les gens risquent de s'attendre à avoir une valeur de la valeur qu'ils vont obtenir gratuitement et re-augmenter les prix, Hmm. refaire payer plus tard devient difficile. De la même façon que je n'aime pas les boîtes qui sont addictes au discount et au couponing, etc., ce qui finissent à obtenir les clients les plus sensibles au prix, etc. Ben, à tout moment, il faut toujours essayer de tester l'élasticité de l'offre et de la demande et de tester ses prix. Mais donner les choses gratuitement, c'est quand même dangereux, à moins que ça fasse partie de la stratégie de base. D'accord. Et je reviens sur le point précédent sur les bridges. C'est Laurent, je crois, mon associé, qui pose cette question, Laurent Kretz, que tu as déjà croisé, et qui demande si du coup, est-ce que vous faites des bridges qui n'étaient pas prévus justement, et est-ce que, alors moi, je vais prolonger cette question, et c'est probablement pas toujours très sain, mais est-ce il n'y a pas des effets d'opportunité pour certains investisseurs de se dire en fait, à la fois, il y avait peut-être des valos un peu déconnantes jusqu'à il y a 3, 4 mois. Là, on va revenir un peu les pieds sur terre, voire carrément pouvoir pressuriser certains entrepreneurs pour avoir des valos carrément à l'avantage de ceux qui ont les fonds. Oui, mais c'est très dur de baisser les valeurs. Si une boîte a levé trop d'argent à une valeur trop élevée, on va pas faire un nouveau tour à une valeur plus faible. Plus probablement, elle va mourir. Parce que quand on fait une nouveau tour avec une valeur plus faible, il y a souvent des clauses d'antidilution dans les tours Ouais. d'avant qui fait que les fondateurs n'ont plus d'equity. Et donc, très souvent, je recommande aux entrepreneurs de ne pas trop lever à des valeurs trop élevées parce que sinon, ils sont pricés pour la perfection, ils s'éliminent des sorties. Donc, quelqu'un qui a levé une valeur de 100 millions, l'investisseur va vouloir vendre à 200-300 millions. Et alors que s'il avait élevé à 50 et que tout d'un coup, il y a une offre qui arrive à 250, tout le monde est content. Donc, très Tu me souvent, vois sourire, pardon Fabrice, parce que c'est vrai que quand tu es du côté entrepreneur, tu te dis, oui, l'investisseur qui me dit faut pas lever à une valeur trop élevée, ça c'est un truc d'investisseur pour prendre plus d'equity, etc., etc. Mais là, en l'occurrence, et on l'avait jamais vu, jamais vraiment prouvé sur les 10 dernières années. Là, en l'occurrence, on voit que ce que tu dis est pleinement vrai, en effet, puisque ah non, la non, clause non, on l'a déjà. anti-dilution, ouais. Je suis pas d'accord. On l'a beaucoup prouvé dans dans les dernières années. J'ai beaucoup de mes boîtes, et j'ai une de mes boîtes qui cartonnait, mais ils ont levé une valeur de 700 millions et ils ont pas réussi à grandir jusqu'à leur valorisation et à la place de faire un tour à 200-300 millions, ils ont fait faillite. Non, non, j'ai plein de boîtes du Hmm. portefeuille qui sont mortes parce qu'elles ont trop levé à des valeurs trop élevées. Et elles auraient pu se vendre si elles avaient levé moins. Parce que 90% des exits sont à des valeurs de moins de 30 millions. Euh, Hmm. et la plupart des exits, et 20% d'exits après, ou pardon, euh, et 7% ensuite c'est entre 30 et 100, 2,9% c'est entre 100 et 1 milliard, et 0,1% c'est 1 milliard et plus. Donc Hmm. sur une décennie aux États-Unis, il y a 2 boîtes qui valent plus de 100 milliards, il y a 20 boîtes qui valent plus de 10 milliards, et il y a 100 boîtes qui valent plus de 1 milliard. Or, il y a 5000 startups créées chaque année. Euh, Ouais. donc souvent, effectivement, on se dit, oh là là, si on m'offre 20 à 100,
qui est 20% de dilution, c'est mieux que 10 à 50. Mais en fait, ça dépend. Est-ce que la boîte vaut vraiment 50 ou 100? Et est-ce qu'il y a réellement est-ce que le cash en plus va permettre de changer la donne sur l'avenir? Donc, mais pour revenir à ton commentaire, est-ce qu'on fait des bridges en ce moment? Oui, on fait beaucoup de bridges. Donc, souvent, ce qui se passe, c'est qu'aujourd'hui, on investit à la même valo qu'il y a 12 mois dans une boîte qui a depuis beaucoup grandi, même si aujourd'hui elle a des difficultés, et on fait un bridge, on se dit, ça permet à la compagnie nous on rentre dans les conditions qui sont maintenant intéressantes. Elles n'étaient pas intéressantes il y a 12 mois parce qu'on trouvait que le prix était trop élevé, mais maintenant ils ont triplé de taille, donc pourquoi pas. Et ça leur permet d'étendre leur cash pour avoir 18 et 24 mois de cash. On essaie que toutes les boîtes du portefeuille aient 18 et 24 mois de cash. Maintenant, c'est important 18 et 24 mois parce que même si ça recommence l'activité cet été, en juillet, août, le chiffre d'affaires reprend, les restrictions commencent à se relâcher, toutes les boîtes du monde aujourd'hui n'essayent de pas lever aujourd'hui. Mon intuition, c'est qu'en septembre, octobre 2020, 100% des startups de la planète vont essayer de chercher à lever auprès des quelques VC qui vont recommencer à investir. Et ça va être vraiment un mauvais moment pour chercher des fonds. Donc, idéalement, on ne cherche pas des fonds avant septembre 2021. D'accord. Et puis j'ai aussi retenu ce qui sera probablement le titre de cet épisode. Le KPI du moment, c'est survivre, quoi. Et donc en effet, survivre 18 ou 24 mois, parce que survivre 3 ou 4 mois, ça sert en effet pas forcément à grand chose. Pour parler je te disais en introduction que tu étais dans pas mal de pays. Est-ce que investisseur dans pas mal de pays, est-ce qu'il y a une géographie de la crise au-delà du côté sanitaire? Est-ce que économiquement, il y a des pays sur lesquels ça se retourne plus vite, plus fort, ou pour l'instant, t'as pas forcément senti ça? Non, il y a pas. En fait, les courbes sont similaires et il y a juste des décalages de quand ça a commencé à devenir à prendre forme. Donc ça a commencé en Chine, puis quelque part c'est l'Italie, puis ensuite c'est l'Espagne, puis c'est la France, puis c'est les États-Unis, mais c'est plus ou moins les mêmes courbes, les mêmes restrictions, les mêmes impacts économiques. C'est juste avec des semaines de décalage en fonction de quand ça a commencé à prendre prise. Mais aujourd'hui, c'est trop tôt. Et de même, la chose, l'inconnu, c'est quand est-ce qu'on va en sortir. Mais quand est-ce qu'on va en sortir, c'est pas une réponse scientifique, c'est une réponse en fait politique. C'est à quel moment est-ce que les politiques décident que le coût d'opportunité d'avoir baissé la courbe ou ralenti la courbe pour pas overwhelmer nos hôpitaux ne va plus en valoir, ou est-ce qu'on l'a fait suffisamment bien pour qu'on puisse réouvrir, ou est-ce que le coût économique devient trop important qu'on est prêt à accepter plus de gens contaminés et plus de morts. Mais c'est un arbitrage qui va être fait politiquement, donc on peut pas prédire. Nous on est preneurs c'est un effet exogène pour nous. Ok. Il y a quelques questions autour de la manière de bootstrapper ou de faire des startups. Est-ce que ça va changer aussi avec le comportement des investisseurs? Parce que tu disais que vous étiez toujours très actif. Moi, je te répondais que je pensais que l'ensemble serait quand même moins actif. Est-ce que Tout à du fait. coup, il faut faire des startups qui sont rentables plus vite? Est-ce qu'il va y avoir des nouvelles règles? Et est-ce que tu les vois venir déjà, ou est-ce que tu as des idées? Alors, deux choses différentes. Alors d'abord, effectivement, l'ensemble des investisseurs est beaucoup moins actif. Les entreprises aujourd'hui euh, il faut être beaucoup plus sensible aux unit economics. Alors nous, on l'a toujours été. Une croissance ou avec des unités économiques négatives ne fait que augmenter le burn. Donc, on a toujours voulu une boîte où on récupère le coût d'acquisition client en 6 mois en marge de contribution nette. Et on fait au moins 3 fois la marge de contribution, le coût d'acquisition client en 18 mois. Et idéalement, sur le long terme, on fait 10 fois, 20 fois, et on sait même pas combien on va faire parce qu'il y a du churn négatif. Et même si on a perdu 50% des clients, les 50% restants n'arrêtent pas d'acheter de plus en plus. Et souvent, ce sont des boîtes qui n'ont pas 18 mois d'existence. Mais vu les premiers mois de comportement, on peut faire des estimations du LTV contre le CAC. Donc l'attention aux unités économiques, c'est bien plus importante, et les investisseurs vont vouloir des boîtes qui sont plus efficientes en capital. Maintenant, la bonne nouvelle, c'est qu'en 2020, ça n'a jamais été
plus facile et moins onéreux de créer une startup. Quand j'ai créé ma première boîte en 98, quoi, du moins ma première grosse boîte internet à Auckland, il fallait sur les 2 tiers de l'équipe de technique, c'était pour créer nos propres serveurs, nos propres data centers, monter des machines, Mhm. remplacer des disques durs cassés. Euh, on devait payer des licences Oracle pour les bases de données, des serveurs Microsoft, ça coûtait des millions juste pour allumer la lumière, pour avoir un site web. Ouais. Aujourd'hui, je vais sur Shopify, Squarespace et pour 19,99 par mois, j'ai un site e-commerce tout clé en main de qualité exceptionnelle. Donc, il y a entre la tendance, donc d'abord d'avoir de l'open source, ensuite d'avoir sur le cloud des AWS, et bien maintenant la nouvelle tendance c'est le no-code. Et Mhm. Squarespace, Shopify et l'équivalent se représentent dans le no-code. Le no-code permet à des gens qui n'ont pas de compétences techniques de créer des sites web. Donc ça démocratise la création d'entreprises de manière extraordinaire et qui va donner lieu à une explosion d'entrepreneuriat où c'est plus que les ingénieurs qui sont en position de créer des entreprises, mais maintenant quelqu'un qui a fait un major en musique ou en art en histoire va pouvoir devenir entrepreneur de manière beaucoup plus facile. Donc on Tu... peut tout à fait bootstrapper aujourd'hui. D'ailleurs, nous on a toujours utilisé des équipes remote. Donc tous nos développeurs, ils sont en République dominicaine, dans l'Uruguay, en Colombie. On a toujours utilisé des équipes distribuées. Euh, avec des structures de coûts relativement très faibles, on peut aujourd'hui, franchement, pour moins de 50 000 $, je peux vous créer n'importe quel site. Et même si on sait développer ou on apprend à développer gratuitement, je peux coder quasiment n'importe quoi en quelques mois. Hmm. Ce que tu dis, c'est que là, vous investissez dans des boîtes. Ça a été un des trucs qui est venu souvent sur Génération Do It Yourself. Mais beaucoup d'investisseurs qui disent, moi, pour investir, il faut qu'il y ait toujours un dev, en tout cas dans une boîte tech, évidemment, hein. Mais là, Ouais. toi, tu as moins de difficultés aujourd'hui à investir dans une boîte dans laquelle il n'y a pas de co-founder technique. On a toujours des devs. D'abord, toutes les boîtes dans lesquelles on investit sont techniques. Hein. C'est tous des Hmm. sites et des projets. Il y a toujours une équipe technique. Maintenant, comme nous, on investit dans les places de marché, la clé du Ah, succès j'ai perdu dans une place Fabrice. de marché, oui, la clé du succès d'une place de marché, en fait, c'est pas la technologie, c'est plus ou moins une commodité. Il faut bien sûr que ça marche, mais la clé du succès, c'est comment est-ce qu'on obtient l'offre, comment est-ce qu'on obtient la demande, comment est-ce qu'on fait le matching entre l'offre et la demande, est-ce qu'on arrive à faire que, par exemple, on représente 25% du chiffre d'affaires de l'offreur, ou est-ce qu'il y a 25% de probabilité que le service se vende ou le produit se vende. Il faut monter en parallèle. Est-ce qu'on a trouvé des canaux d'acquisition qui sont scalables où les unités économiques marchent. Donc c'est beaucoup plus la clé du succès, c'est plus dans l'opération et l'acquisition de l'offre et de la demande et le matching que dans la technologie qui devient plus une commodité dans le genre de métier qu'on fait. Il y a des métiers qui sont du type tech où on fait avec de l'intelligence artificielle, etc. Mais c'est pas les métiers que l'on fait. Nous, on améliore les process existants. En fait, on prend des métiers existants où l'expérience utilisateur est mauvaise, où les coûts sont trop élevés, et on utilise une place de marché pour améliorer l'expérience utilisateur et baisser les coûts. Ok, très intéressant. Elliot qui demande, Siegler qui demande, alors là, une question plus peut-être avis personnel, entre santé Ouais. économique et liberté individuelle, qu'est-ce que tu penses qu'il faut privilégier? C'est un arbitrage moral que chaque société va choisir elle-même. Euh, à la base, il y avait une inconnue suffisamment forte sur la mortalité et la viralité du virus qu'il valait mieux être prévoyant et donc mettre en péril que par l'économie en instaurant les quarantaines que l'on a mis en place. D'autant plus que si on l'avait pas fait, les hôpitaux auraient été débordés, et tout le système de santé aurait été absolument débordé. Et on aurait mis quelque part en péril nos docteurs, nos nurses, etc. Maintenant, une fois qu'on a commencé à appréhender la chose, et qu'on va avoir une sorte d'unité de groupe, il va falloir commencer à libérer les équipements. À mes yeux, plutôt que plus tard.
même si on n'aura pas probablement pas un vaccin dans les 12 mois. Alors idéalement, il faudrait qu'on ait un vaccin ou un remède, l'un ou l'autre, et quelque part peu importe lequel, pour vraiment réouvrir. Mais euh, quelque part, nous, Matt et les entrepreneurs d'Internet et moi, je me rends compte à quel point je suis extrêmement privilégié parce que mon métier, avant même cette crise, était de faire des appels sur Zoom et de faire des emails. Donc, je pouvais le faire de n'importe où dans le monde et mon métier n'a pas cessé d'exister. Mais je le vois aux États-Unis où dans les blue collar workers, qui représentent quand même 100 millions de personnes, c'est 2 tiers des travailleurs, ils n'ont pas d'opportunité de faire un travail délocalisé. Ils ont que $300 d'épargne et un safety net qui est très faible, plus pour des raisons historiques un peu débiles, l'assurance médicale aux États-Unis est pourvue par l'employeur et donc s'ils perdent leur emploi, ils perdent leur couverture médicale dans une période où ils en ont peut-être le plus besoin et donc ils vont pas être en mesure de garder l'économie fermée très longtemps dans le cadre actuel. Alors, ça peut-être pourrait engendrer une conversation de plus importante sur comment restructurer le système médical, comment restructurer la couverture et l'assurance sociale et le contrat social sur le marché américain. Euh, euh, Maintenant, pour revenir à le troisième point, qui est la liberté individuelle, je, je pense que plus de monitoring et donc donc moins de liberté individuelle à court terme fait un sens. D'ailleurs, les pays qui ont réussi, et d'ailleurs les démocraties qui ont réussi à mieux limiter sont celles qui ont instauré des mesures de tracking de gens qui étaient contaminés le plus fort, que ce soit la Corée, le Japon, euh, ou Taïwan dans les démocraties. Le problème, c'est que historiquement, quand l'État a grandi de taille, que ce soit par des subventions, par des augmentations de couverture sociale ou par des entraves à la liberté, et c'est très rare qu'ils aient rendu euh, ses pouvoirs. Et donc, le bémol ou la réflexion à avoir, c'est si on met en place un système de tracking, par exemple des cas par leur téléphone, alors c'est très bien pour traquer les gens qui ont Covid, mais c'est aussi très utile pour traquer toute autre activité et comment comment créer cette limite. Euh, Tout en sachant que historiquement l'État n'a pas pu n'a pas rendu les pouvoirs qu'ils ont obtenus. Mais à court terme, je pense que limiter un peu plus les libertés individuelles vis-à-vis de Du tracking géographique. vis-à-vis voilà vis-à-vis du mouvement des gens a un sens. D'ailleurs, je pense qu'il faut absolument et que l'État intervienne massivement euh, pour éviter une grande crise économique. C'est-à-dire que les 2000 milliards, les 2 trillions que le gouvernement américain a mis, en fait, sont absolument nécessaires. Mon optimisme, en fait, vient du fait qu'ils aient appris les leçons et de la Grande Dépression et de la Grande Récession de 2008-2009. C'est-à-dire que la Grande Dépression a été empirée parce que la Banque centrale n'a pas garanti les pertes des banques. Et donc les gens ont tous retiré l'argent des banques et ils ont baissé la liquidité. Et donc le multiple de la masse monétaire s'est écroulé et ils ont pas baissé les taux d'intérêt. En 2008-2009, ça leur a pris un certain temps pour comprendre qu'ils devaient faire du quantitative easing, créer de la liquidité. Et là, la Fed a répondu instantanément. Donc, quelque part, ils ont pris les leçons de 2008-2009 et les ont appliquées au moment où la liquidité a commencé à disparaître des marchés en mi-mars ou début mars. Ils ont instantanément fait du quantitative easing, mais 15 fois plus élevé qu'il avait fait en 2008-2009. Donc, l'intervention de l'État aujourd'hui est absolument justifiée, car sinon, on aurait le potentiel de créer la Grande Dépression, vu que la demande s'est complètement effondrée. Donc, comme la demande individuelle s'est effondrée, vu que aujourd'hui tout le monde, plein de gens n'ont plus d'emploi, personne n'est en train de consommer, vu qu'ils sont confinés chez eux, il faut le remplacer par la demande d'État. Donc ça c'est tout à fait logique et justifié, euh, de, tant que c'est momentané. C'est-à-dire qu'une fois que ça reprend, on n'est pas de manière permanente augmenter les dépenses de l'État.
C'est intéressant parce que tu as repris ta casquette d'économiste aussi. On était sur une casquette plus de financier. Et la question d'Alexandre Petit qui arrive, et les questions que j'avais aussi d'ailleurs en parallèle avant celle d'Alexandre. Je suis désolé, Alexandre, je te pique, mais c'est moi qui anime, donc c'est comme ça, c'est totalement totalitaire ici. Euh, on a, on a pas mal de scénarios possibles. On parle de reprises en V. Alors le V là il est compliqué parce qu'on est plutôt en U là. On a l'impression d'être au plat en bas. Alors même si les bourses se maintiennent, on parle de W, on parle de différentes choses. Est-ce que toi tu as des moi ce qui m'inquiète Ouais, en fait quand j'entends évidemment tu vois moi je suis dans du B2B principalement. Donc ce qui m'inquiète en entendant ouais, des licenciements massifs dans certains pays, etc. Je me dis ces gens vont potentiellement moins consommer, vont moins, voilà. Et donc du tout coup, à bah, fait. mes clients qui sont pas encore forcément impactés tout de suite vont l'être dans 2 mois, 3 mois, etc. Moi, je vais avoir un impact à retardement. Et je sais pas, là, je lis récemment qu'on espère que tout ce qui est épargné en ce moment en France va être dépensé une fois que on va rouvrir les vannes. J'ai quand même du mal à croire de me dire, oui, on peut peut-être aller tous en boîte de nuit et dépenser 2000 balles, mais enfin, tu vois, c'est On quand même. est, euh, en fait, il y a une sorte d'asymétrie, c'est-à-dire que chaque mois d'arrêtement économique total que l'on a aujourd'hui probablement crée 6 mois à 12 mois de retard avant qu'on revienne au niveau où on était. Donc si on regarde en 2018 dans le Spanish flu où il y a eu 50 à 100 millions de morts, ça, ils ont mis 18 mois pour revenir au niveau économique d'avant la grippe. Euh, et avec un ralenti. Et comme il y avait un confinement plus faible, alors à l'époque, il y a eu par contre, la reprise a repris très très fort à ce moment-là. Bah, alors, il y avait aussi des gens qui revenaient de la guerre. Il y avait plein de raisons pour conjoncturellement et structurellement les choses reprennent vite. Ici, c'est dur de le savoir parce que d'autant plus que le ralentissement, il est en grande partie lié par des décisions de l'État. C'est-à-dire que Hmm. on a décidé de se confiner pour ralentir l'épidémie. Et donc ça va dépendre des décisions que l'on fait, à quel moment est-ce qu'on réouvre et à quelle mesure et à quelle vitesse on réouvre. Donc c'est très dur de savoir combien de temps ça va durer et combien de temps on va être impacté. C'est de l'inconnu d'ailleurs, et c'est pour ça qu'on dit à toutes nos boîtes d'avoir 24 mois de cash, parce que Hmm. on ne sait pas combien de temps ça va durer. Il faut s'assurer d'être là de l'autre côté de la crise. Parce que normalement, de l'autre côté de la crise, en revanche, si je reviens d'un point de vue micro, une fois que tu es passé, que tu as toujours ton outil, normalement, tu seras. C'est là où il faut être capable de t'accrocher s'il y a une remontée en flèche à la remontée plutôt que de recommencer de zéro, peut-être. Je sais pas si ça va être une remontée en flèche, mais par contre, toutes les compagnies du web vont être très avantagées parce que Mm. les comportements d'utilisateurs sont maintenant beaucoup plus entrés. On sommes confortables à faire des rendez-vous par Zoom, Mm. des conférences par StreamYard, des achats en ligne, même des gens qui, par le passé, ou le petit commerçant du coin qui voulait pas faire du click and collect, du click and delivery, ou nos parents qui étaient peut-être plus récalcitrants à acheter en ligne, ont tous commencé à changer leur comportement et se rendre compte à quel point la proposition de valeur de nos sites internet est bonne. Et donc cette Ouais. proposition de valeur va être d'autant plus forte quand la crise sera revenue. Donc il faut s'assurer de survivre jusqu'à la fin de la crise et tout en étant prêt pour la reprise. Euh, c'est pour ça que j'ai dit, l'équipe qu'il faut absolument garder, c'est l'équipe de business development. Je pense qu'il y a des Ouais. partenariats à faire dans cette période qui n'étaient pas disponibles avant. Je suis d'accord. Je suis tout à fait d'accord. Et je me dis qu'en t'écoutant, je suis quand même pas bien barré avec mon immobilier de bureau, quoi, là, en ce moment. Mais parce que L'immobilier bureau, oui, c'est pas le métier. D'ailleurs, la plupart de nos startups ne payent plus leur loyer. D'accord. WeWork fait toujours payer normalement, hein, je crois. Mais bon, alors après, La plupart de nos startups ne sont pas chez WeWork, c'est trop ouais, cher d'accord. WeWork. C'est un club de. En fait, la plupart des boîtes, ils veulent leur bureau pour 15, 20, 30 personnes, Ouais, ouais. même si c'est des espaces flexibles. Et Hmm. WeWork est moins disposé à cela que des postes pour un individu, des petites équipes. Donc c'est bien pour Hmm. commencer, pour en être 3, 4. C'est moins bien dès qu'on est 10, 15, 20. Et donc il y a d'autres plateformes qui sont plus appropriées.
Donc la question, Alexandre, était, tu y avais répondu plus par rapport aux États-Unis et quantitative easing et une réaction plus rapide, mais quel est ton avis d'économie sur l'intervention massive de l'État français sur l'économie à travers les aides, donc type chômage, garantie, prêt, etc. Quelque part, l'État doit aider les gens dans les moments exceptionnels, et c'est un moment exceptionnel. Donc, je n'ai pas, je pense pas que ça va créer du moral hazard, l'hasard moral, et donc il faut, à mes yeux, aider la population dans une période de crise et exactement le rôle de l'État, tant que ça continue pas une fois que la crise est finie. Donc maintenant, je n'ai pas étudié de manière spécifique ce que les l'activité et de l'État français. Donc, je ne peux pas trop commenter sur ce qu'ils ont choisi de faire, mais aider les chômeurs aujourd'hui, à mon avis, est essentiel. Il y a plein de gens qui sont en chômage, raison qui n'est pas du tout de leur faute. C'est clairement purement par ce signe noir qui le sont. Olivier Attier qui fait une remarque là sur Facebook qui dit en plus, et ça c'est vrai, en termes de prospection et de bizdev, les gens sont plus facilement touchables aussi en ce moment. Ils ont plus de temps, moins de Absolument. déplacements, moins de voyages d'affaires, moins de choses comme ça. Donc les gros décideurs, moi, j'hallucine à quel point on réussit à échanger avec eux assez facilement. Euh, on a un peu répondu, je t'ai un peu posé la question, mais sur l'avenir des entreprises basées sur la masse et moins sur la qualité, par exemple, la reprise de consommation de masse post-Covid. Euh, Toi, tu dis qu'il y a un scénario, en tout cas si c'est grippe espagnole, plutôt à 18 mois pour revenir à minimum pour revenir à là où on était avant. Oui, mais ça a repris très fort Hmm. après 18 mois. C'est-à-dire que les débuts des années 20 étaient exceptionnels. Et là, on peut surtout que, à mes yeux, ils vont laisser les taux d'intérêt bas très longtemps. Je peux imaginer, même si ça prend 2, 3, 4 ans, qu'on crée la plus grosse bulle de l'histoire de l'humanité, vu que avec des taux d'intérêt si faibles, gardés si faibles si longtemps, en fait, tous les assets classes vont augmenter en valeur. Alors quelque part, si les fins des années 90, c'était la bulle des, des actions Internet, des compagnies Internet. La fin des années 2008-2009, c'était de la bulle de l'immobilier. Je pense que mi-2020, donc 2022, 2023, ouais, 2024, 2025, c'est pour être la bulle de tout le reste parce qu'on garde les taux Mhm. d'intérêt très longtemps. Hein. C'est-à-dire que, reprenant ma casquette d'économiste, fin chaque année, j'écris ma lettre où on en est, où on va. Ma crainte sur le signe noir pour l'économie, c'était est-ce que l'Italie va politiquement choisir d'excéder son déficit budgétaire, et ce qui va faire qu'ils vont créer une crise, vu qu'ils ont un taux d'endettement de 130% du PNB, ça va créer une crise où les gens vont vont plus vouloir financer la dette italienne, et ça va créer le sovereign debt risk similaire à la crise qu'on avait vue avec la Grèce. Euh, et c'est 10 fois plus gros que la Grèce. C'est pire, ça met même l'euro à péril et ça pourrait créer la prochaine récession. Alors, ce qui est de manière paradoxale, alors que l'Italie a été très touchée, que clairement ils vont excéder tout leur budget DSR, cette crise va éviter ce scénario-là, parce que tout le monde maintenant va dire, ok, on va étendre du crédit à l'infini, à des taux d'intérêt très faibles, et donc, même si on a plus de crédits qu'on n'en a jamais eu, hein, les crédits consommateurs sont plus élevés qu'ils étaient en 2008-2009, le crédit à l'entreprise sont plus élevés qu'ils étaient en 2008-2009, et les crédits de l'État, donc l'endettement de l'État, est plus élevé qu'il n'a jamais été. Vu que tout le monde va garder des taux d'intérêt à essentiellement 0%, la possibilité de repayer la dette va être possible. Donc, Hmm. je ne suis pas inquiet. Ce qui était mon inquiétude sur la prochaine crise économique est en fait repoussé à un certain nombre d'années, jusqu'à l'éclatement de la prochaine bulle qui est. Alors je sais pas quand ça va arriver, mais à mon avis la prochaine bulle va s'inflater dans les 2022, 23, 24, parce qu'on va garder les taux d'intérêt pas trop longtemps, parce qu'on va continuer à dépenser trop longtemps au niveau de l'État, on va avoir des taux d'intérêt négatifs, etc., etc. Et hélicoptère money, comme dit Marc Fiorentino, je sais pas si tu le connais, mais voilà, hein, en ce moment, de toute façon, c'est Oui, mais euh, il y a lieu de le faire maintenant. ouais, 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 Le ouais. problème, c'est il faut s'arrêter. Et ma remarque, c'est que quelque part, on a eu la plus grosse expansion économique euh, aux États-Unis depuis de 2010
2010 à 2020, et on est Mm. donc dans la période d'expansion macroéconomique maximum. Or, il y a encore des déficits budgétaires énormes. Quoi, l'État a plus tendance à être pro-cyclique que contre-cyclique. Alors, pour une fois, ils sont contre-cycliques, ils investissent dans des périodes décentes, mais il faut qu'ils arrêtent quand les choses vont bien. Et on n'est pas très bon à faire ça. Euh, une question intéressante aussi d'Elliot Stigler qui dit, Stigler, je sais pas si je le prononce bien, mais à quel point cette crise va faire exploser la bulle des talents. Ce qui est intéressant là-dessus, c'est qu'en effet, moi je le vivais là sur pas mal de métiers, c'est-à-dire là tu parlais des sales, mais Ouais. évidemment aussi donc des vendeurs, des très bons commerciaux, des très bons devs, très bons créa, très bons UX, etc. En fait, c'était la foire d'empoigne, quoi. Et donc tous les prix de tous les employés augmentaient. Il fallait augmenter tes prix, nous, comme on revend Ouais. voilà. Et c'était très compliqué à suivre. Là, ça va se calmer au niveau des salaires, forcément. Non, mais ça a déjà arrêté. Ça, c'est déjà fini. Quelque part, Ouais. c'est déjà fini. Il n'y a plus de surenchère entre Facebook et Google où on paye le développeur 1 million par an. Les talents sont bien plus. On a plein de boîtes qui étaient exceptionnelles, qui ont licencié 30-50% de leur personnel aux États-Unis, et donc ça a laissé des talents exceptionnels sont maintenant disponibles à des salaires. Alors, c'est quand même les États-Unis, dans la tech, c'est quand même cher, mais plus Mm. raisonnable, disons. Plus, comme les gens prennent l'habitude de travailler en remote, ils sont plus ouverts à l'idée d'embaucher des gens en marketing sur ou des développeurs sur des plateformes comme Upwork, et avoir des équipes complètement remote avec donc des structures de coûts qui peuvent être plus faibles si jamais les équipes sont pas dans leur pays. Donc, la bulle des talents, à mes yeux, a déjà explosé et ne va pas revenir pendant un certain temps. C'est peut-être une des différences en France avec le chômage partiel, c'est qu'elle n'a pas explosé. Elle est encore virtuellement là, tenue par une partie des talents qui sont encore employés par leur boîte parce que payés par l'État. Oui, parce Donc ça, que aux c'est États-Unis, mais même on avait une inflation à tous les niveaux, c'est-à-dire que même les petits emplois, comme on avait 3% de taux de chômage, on était vraiment en plein emploi, on n'arrivait pas à les fournir. Donc les gens n'arrêtaient pas d'augmenter les salaires, ce qui était bien d'ailleurs pour les gens plus défavorisés. Les salaires avaient vraiment été en train d'exploser à tous les niveaux. Et ce qui vient d'arrêter, parce que maintenant, je sais pas j'ai pas regardé les chiffres de cette semaine, mais on va être à 15-20% de taux de chômage. Donc la la cette bulle-là a explosé. Je voudrais revenir sur ta casquette d'investisseur sur un ou deux points. Il y a eu des questions, alors déjà très pratiques, tu me diras après, mais comment on peut t'envoyer des dossiers pour du financement, des bridges, etc., etc. Mais ça, tu vas nous le dire. Bon, on te trouve quand même pas mal sur Internet, sur LinkedIn, etc., etc. Euh, mais du coup, j'aimerais voir si toi tu parles à d'autres investisseurs, parce qu'on voit que, en effet, j'ai vu Ouais, Jean de la Roche-Brochard, j'en parlais tout à l'heure, mais qui piquait un peu des gueulantes sur Twitter, etc. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens qui sont trop refroidis, qui lâchent tout, qui s'étaient engagés sur plein de ouais. choses et qui respectent rien. Donc ça, c'est un peu agaçant. Question un. Et la question 2 ou la remarque 2, c'est si je comprends bien, quand même en ce moment, bon, bah, soit tu as du cash et tu peux investir, suivre sur des bridges ou investir sur des nouveaux projets. Mais si tu n'en as pas et que tu es dans des boîtes, toi, tu n'as aucune perspective d'exit à horizon 6 mois, 12 mois, si. Ah oui, tout à fait. Ah oui, oui, non, et pour revenir sur le premier point, alors d'abord, nous, on parle beaucoup aux autres investisseurs vu qu'on ne lead pas. Chez Hmm. FG Labs, on écrit des chèques dans un tour, mais on n'est jamais ceux qui leadons et qui écrivons le term sheet. Donc, il faut qu'il y ait une term sheet et il faut que quelqu'un d'autre écrive des chèques. Donc, on partage le deal flow avec 100 VC tous les 2 mois, plus ou moins. Donc, je parle littéralement à tous les VC de la Terre, que ce soit en early stage, avec des afforts, en premier tour avec des first round, en A et B avec des BCMR, General Catalyst ou des Partech, etc. Vraiment tout, Axel, quoi. Tous les 2 mois, je fais un tour d'horizon avec tous les VC. Beaucoup de VC, effectivement, aujourd'hui, ont décidé de ne pas honorer leur term sheet, de pas financer les boîtes, et bien sûr mais ça c'est moins vrai, mais ce qui est beaucoup plus vrai, c'est que toutes les fusions, acquisitions et IPO qui étaient prévues sont toutes tombées à l'eau, même celles qui étaient Hmm. signées contractuellement, parce que les boards des compagnies qui avaient fait l'achat ont décidé on ne fait plus rien. Donc, on respecte Donc pas les effectivement, contrats. C'est-à-dire je que tu respecte pas parlais les des term contrats. sheets, on dit les Oui, mais contrats, ouais, force majeure.
force majeure, Black Swan, on le fait pas. Oui, oui, tout à fait. Mais on a beaucoup de nos boîtes qui devaient être financées ou vendues qui ne sont pas faites. On avait, je sais pas, on avait 10 secondaires en tour, trois exits et une IPO. Tout est tombé à l'eau. Donc effectivement, on n'a pas de liquidité dans les 18 prochains mois. Je m'attends pas à avoir de sortie profitable. Euh, et quelque part, on a de la chance. Parce FG Labs, on a levé notre fonds, on a déployé qu'un tiers du capital qu'on a levé, et donc on a quand même pas mal de réserves. Le problème de beaucoup de VC, c'est que leurs investisseurs sont des fonds de pension, ce sont ce sont des endowments, et ils ont une sorte d'allocation fixe dans leur portefeuille. Ils veulent tant pour cent en equity, tant pour cent en bonds, c'est tant pour cent en venture capital. Venture capital, c'est genre 5%. Le truc, c'est que le jour où les equities baissent 30, 40 ou 50%, tout d'un coup, de manière relative, il leur semble que leur venture, c'est 10%. Et même s'ils ont fait un commitment, ils ont dit, OK, on va investir dans votre fonds 50 millions sur les 3 prochaines années, ils lui disent, oulala, nous, on veut absolument plus d'exposition. Vous, VC, ne nous demandez pas d'argent. Donc, en fait, les VC ne sont pas en mesure d'investir souvent parce qu'ils n'ont pas eux-mêmes, même si en théorie, ils ont de l'argent, l'argent qu'un VC a, il l'a pas dans la poche. Il le demande à ses investisseurs au moment où il en a besoin. Et si leur investisseur leur dit, écoutez, ne nous demandez pas, on vous le donnera pas, ils sont pas en mesure d'investir. On a eu plusieurs VC qui ont fait des term sheets, qui ont dit, on investit, et leurs investisseurs leur ont dit, ah non, on vous donne pas d'argent. Et donc, ils ont dû se désister. Et c'est pas quelque part, c'est pas complètement leur faute parce que leurs investisseurs ne les ont pas financés. Donc, ça arrive assez souvent. Donc, là, on investit soit de manière opportuniste dans des bridges ou dans des boîtes qui ont besoin d'un peu de cash et ça va faire la différence, ou sinon on attend quand même qu'il y ait un lead qui écrive un vrai term sheet en avançage. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a encore des investisseurs qui écrivent des term sheets en seed en ce moment, parce que comme nous, ils pensent que c'est un bon moment de créer des boîtes. Donc, ce que je lis quand même entre les lignes, c'est que VC en ce moment, c'est très difficile aussi, du coup, là. Ah oui, tout à fait. C'est très difficile parce qu'ils vont pas avoir de sortie, les retours vont s'effondrer et souvent leurs propres investisseurs ne veulent pas leur donner de l'argent aujourd'hui. Et nous, on a quelque part un peu privilégié parce qu'on n'a pas des investisseurs traditionnels. 40% des fonds déployés dans mon fonds aujourd'hui, c'était les miens. Donc c'est pas parce que quand j'allais voir des institutionnels pour leur dire, écoutez, j'investis dans toutes les géographies, dans toutes les industries, dans tous les stages, mais que dans les marketplaces. Je fais pas de due diligence et je décide en une heure si j'investis ou pas. Et je pense que j'avais pas fini la phrase qu'ils étaient morts d'une crise cardiaque. Donc, alors que j'ai des retours exceptionnels. J'ai eu 200 sorties. Sur 22 ans, on a fait 62% par an de retours réalisés. Mais on est dans les top 0,1% des performances de VC de l'histoire. Mais même malgré les résultats, cette approche est tellement pas en phase avec les stratégies des VC traditionnelles que ça ne résonne pas. Surtout qu'on ne le lit pas, on n'est pas au board, on a tendance à vendre les gagnants et on est super diversifié. L'année dernière, j'ai investi dans 124 boîtes. Et du coup, ça te met, on va finir bientôt, hein, tu m'avais donné une heure, je vais respecter ça, mais ça te met quand même pas dans une position agréable pour certaines grosses opérations parce que, en effet, il y en a certaines où quand un VC ne respecte pas sa term sheet, l'investissement à venir de quelque chose sur lequel toi tu es en follow, bah, tu peux te retrouver collé avec une boîte qui doit s'arrêter parce que le principal Ouais. financeur va pas suivre. Ouais. Et ça donne lieu Alors à d'abord, nous, des. on investit que si, dans le nouveau tour, on investit que si les principaux financeurs investissent. Donc, oui, mais ça arrive que souvent en seed, où on a fait un A, on a un gros VC qui peut pas suivre aujourd'hui en B, et la boîte meurt. Mais ça fait partie du jeu quelque part. Historiquement, on a perdu de l'argent sur 50% des investissements, qui par ailleurs est exceptionnel. Mais aujourd'hui, d'ailleurs, pire qu'être entrepreneur, quelqu'un qui chercherait à monter un fonds de VC aujourd'hui, il va avoir une difficulté, ça va être impossible de lever des fonds. Donc c'est encore plus difficile d'essayer de créer un fonds aujourd'hui que d'être entrepreneur. Allez, une dernière question de Jean-François Ninou qui dit en 2008, les new startups ont pris appui sur l'iPhone, notamment l'explosion des apps, etc. Est-ce qu'il va y avoir une plateforme ou une tech ou quelque chose qui va pouvoir tracter vers le haut les newcomers? Pour moi, bah, la grande tendance, c'est le no-code coding, c'est
Alors, il n'y a pas eu, d'abord, il n'y a pas, je vais répondre de deux façons différentes. Il n'y a pas de nouvelle plateforme qui a émergé où il y a des nouvelles applications à créer. Donc, on n'a pas encore, la réalité virtuelle est très loin d'être en position d'avoir d'être intéressante. La réalité augmentée est à des années d'être implémentée. On n'a même pas de produits lancés. Je sais pas quand ils vont sortir les Apple Watch Glasses, mais il y en a pour un certain temps. Et avant qu'il y ait 100 millions de personnes sur la plateforme, ça va prendre un certain temps. Donc, il n'y a pas de nouvelle plateforme aujourd'hui. Mais à cause du cloud en général et à cause des outils de no-code, c'est moins onéreux que ça n'a jamais été de créer une startup. Et il y a une sorte de changement ou de transformation qui est en train de s'opérer aujourd'hui, où tout le monde devient confortable sur les activités en ligne. Et donc, quel que soit le secteur d'activité, je pense qu'on peut avoir une accélération très forte de la transition vers leur ligne. Et y compris d'ailleurs chez les PME ou les grandes entreprises, où par le passé, c'était les plus conservateurs. C'est-à-dire qu'on a eu une révolution technologique qui s'est faite pour les consommateurs aujourd'hui. On a Airbnb, on a Uber, on a Google, etc. Mais souvent, et dans la PME et dans la grande boîte, tout se faisait par fax, par email, par appel ou par Rolodex ou par Excel. Mais on est en train de voir une transition où d'abord les entreprises familiales sont en train de passer donc des boomers aux millennials qui bien sûr commandent tout en ligne dans leur vie personnelle et veulent le faire dans leur vie professionnelle. Et pareil, qu'on passe de génération de PDG des grosses boîtes qui ont 60, 70 ans, 80 ans, maintenant 30, 40, 50 ans, on va avoir une accélération de leur digitalisation. Donc, je pense que c'est dans cette crise où tout le monde est passé en ligne, bon gré, mal gré, va vraiment accélérer cette digitalisation. Donc, il y a une énorme opportunité, notamment en B2B, à amener tous les meilleures pratiques du monde du B2C au monde du B2B et à digitaliser toutes nos chaînes de valeur et toutes nos industries. Totalement en phase. Écoute, je te remercie, Fabrice, pour ton temps. J'ai pas posé toutes les questions de tout le monde. Il y avait Harry Vitton tout à l'heure que j'embrasse aussi qui demandait s'il pensait que tu avais un risque de déflation à terme. Mais je pense que c'est trop long à répondre probablement pour cette fin de podcast. Est-ce qu'il y a des questions que j'aurais dû te poser que tu aurais aimé que je te pose, mon cher Fabrice? Non, il n'y a rien qui me vient à l'esprit. On a fait un assez grand. Voilà. Alors, on a évalué beaucoup de sujets. On te suit sur LinkedIn, on s'abonne à ta newsletter. Où est-ce qu'on t'envoie un BP via ton site, FG Labs? Oui, en fait, le plus simple, c'est... Ah oui, on avait une forme pour nous envoyer des BP, mais il y avait la qualité était tellement faible qu'on a arrêté. Bon, le plus simple, c'est sur LinkedIn de m'envoyer un email avec. Mais il faut par contre pas me dire j'ai une opportunité d'investissement, êtes-vous intéressé? Ça, je réponds jamais. C'est vraiment je crée une place de marché. Voici ce que l'on fait. Voici l'attraction que l'on a. Voici combien on cherche et pourquoi. Je pense que vous êtes mon investisseur pour les raisons suivantes. Est-ce que vous êtes intéressé? Là, on est beaucoup plus à même de répondre. Et sinon, vous pouvez me suivre sur mon blog où j'écris sur les places de marché, sur l'économie, sur ce qui me traverse l'esprit, qui est juste fabricegarda.com. Super. J'encourage tout le monde à le faire parce que j'ai beaucoup de rattrapage aussi à faire sur ton blog. Top. Écoute, je te remercie 1000 fois d'avoir répondu à mon invitation. On met cet épisode demain en ligne sur Génération Do It Yourself. Pour ceux qui nous ont suivis sur LinkedIn ou ceux dont c'est pas le cas, je vous invite à le faire. J'essaie d'envoyer les notifs quelques jours avant sur la newsletter. Là, il se trouve qu'on s'était pas complètement calé quand j'envoyais ma newsletter dimanche. Et donc voilà, pour s'abonner à la newsletter, toute l'adresse est en bas, gdy.fr/mail. Ça part tous les dimanches matins et voilà. Et normalement, si tout se passe bien, tu me diras, c'était une question pour lui, mais je devrais recevoir dans un épisode spécial Covid Bruno Le Maire cette semaine. Donc si tu as une question d'économiste à économiste, ça m'intéressera aussi. Mais on va faire ça en dehors des micros. Je vous remercie à tous d'avoir suivi. Je te remercie 1000 fois, Fabrice. À très bientôt, j'espère. Merci et à bientôt. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous pensez qu'il pourrait intéresser un de vos proches, je compte sur vous pour lui partager. Aussi, n'oubliez pas de vous inscrire à la newsletter de Génération Do It Yourself sur gdiy.fr et d'aller regarder ce que font mes sponsors
qui me font l'honneur de m'accompagner en temps de crise. Allez, on continue à se battre.